Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je vous avais dit que je passerais aujourd'hui parce que j'avais besoin de parler avec Yann Carroll à propos de l'affaire Didi. C'est un peu lui qui m'a poussé le premier dans ce terrier de lapin avec l'une de ses vidéos. Je suis donc ravie de le retrouver. Nous allons discuter des chiens qui n'aboient pas dans cette affaire. J'ai un peu l'impression que c'est une distraction et on n'arrive pas vraiment au cœur de ce qui pourrait très bien être un autre réseau de chantage. Aussi, au cas où vous l'auriez manqué, même si c'est impossible vu la couverture médiatique non-stop, il y a eu une attaque terroriste à Washington, D.C. Et des gens s'en servent déjà pour essayer d'imposer des lois sur la liberté d'expression aux États-Unis. Que se passe-t-il? Pourquoi les gens inventent-ils autant de théories du complot? Essayons de distinguer le vrai du faux à mesure que de nouvelles informations arrivent. Encore une fois, Yann Carroll va me rejoindre, alors allons-y tout de suite. Bienvenue à nouveau sur Candace. Yann Carroll t'a vraiment assuré en me remplaçant, au fait. Merci. Mon public t'adore. Merci. C'était vraiment très amusant. Ton équipe est géniale. Il faudra qu'on parle de ce bracelet rouge que tu as porté, Je sais. J'ai failli révéler toute ton opération ici. toute l'opération. Heureusement, Internet va tout oublier à ce sujet. Maintenant, Attaque terroriste. en cours, on est obligé, j'appelais. Je me disais, qu'as-tu porté à l'émission? Je reçois des tweets. Que se passe-t-il? On va plonger là-dedans. Mais d'abord, je voudrais, est-ce qu'on commence par Washington, D.C.? Attaque terroriste? Parlons de l'affaire Didi. Parlons d'abord de l'affaire Didi parce que l'attaque terroriste est toute récente. Il y a beaucoup de choses dont je veux parler et beaucoup d'extraits que je veux montrer. L'affaire Didi, honnêtement, quand tu as fait ta vidéo en parlant de Jonathan Oddy, j'étais vraiment à fond dedans parce que j'avais lu le dossier de Little Rod. Tout ce que Little Rod a dit jusqu'à présent s'est vérifié. Little Rod, au cas où vous ne seriez pas au courant ou que vous n'ayez pas suivi cette affaire, c'est le producteur qui a initialement porté plainte contre Didi. C'est arrivé après la plainte de Cassie, qui a pratiquement disparu du jour au lendemain parce qu'elle a trouvé un accord, et il a décrit en détail ce qui ressemblait fortement à une opération de chantage. Il a cité beaucoup de noms, parlé de pink, de cocaïne, de drogue. Et ensuite, Ian fait cette vidéo où il revient en arrière et parle d'un homme nommé Jonathan Oddy. Pouvez-vous expliquer à mon public qui est Jonathan Oddy? La plupart des gens se souviennent de la vidéo. C'était en 2018. C'était le tireur de l'hôtel Trump d'Oral. Et c'est un type chauve. Tout le monde a vu des extraits de lui ou des photos de lui dans sa sorte de chemise d'hôpital bizarre. Avec un bras dehors et un bras... Et il est, genre, entré dans l'hôtel Trump à Doral et a tiré plusieurs fois en l'air, pas sur quelqu'un. Et puis, il a, genre, ça, pris le contrôle du hall de l'hôtel et a étendu un immense drapeau américain dessus. Un comportement vraiment très étrange. Et ensuite, il y a eu une fusillade avec la police, il a été blessé par balle, s'est enfui, puis s'est rendu, tout ça. Et il s'est avéré qu'une fois qu'il a été, vous savez, appréhendé et emmené, il y a cette vidéo qui a circulé sur Internet, qui venait de son examen médical ou quelque chose comme ça. Mais c'est une vidéo d'environ 30 minutes que beaucoup de gens ont vue à l'époque. Mais tout le monde l'a un peu oublié parce qu'il était clairement fou, clairement fou. Il faisait des déclarations bizarres, comme quoi il était l'esclave sexuel de Didi, et que Didi l'avait forcé à avoir des relations sexuelles avec sa petite amie Cassie, et qu'il avait contracté une MST à cause d'eux et avait ensuite porté plainte. Et puis, il parle aussi genre du Black Capulet et des Illuminati, des cartes à jouer Illuminati, et il essaye d'avertir Trump. Apparemment, toute cette histoire, toute cette épreuve, c'était lui qui essayait d'attirer l'attention de Trump pour pouvoir le sauver des Illuminati. Ce qui est incroyable. Nous avons effectivement quelques extraits de cette vidéo. Cet homme, qui avait l'air de s'être échappé d'un asile de fous, disait, parmi beaucoup d'autres choses, qu'il était là pour sauver Trump. Ils allaient essayer d'assassiner Trump. Il a dit qu'il l'avait vu dans le jeu de cartes Illuminati, qu'il était un esclave sexuel. Et il essaie de révéler toute cette opération de trafic de drogue. À cette époque, personne ne savait rien à propos de Didi, Cassie et tout ce qui sort en ce moment. Skylar, quel extrait devrions-nous passer en premier? Je pense que tu peux passer n'importe lequel de ces extraits que tu as. Ils sont... Tout va bien. Ils sont tous bons de la part de Jonathan Oddy. Oui, bien sûr. Jouons à un montage. Faire. Vous connaissez Sean Combs? Papa? Ouais, Didi, peu importe comment vous l'appelez. Ouais. Poursuivre. oui, il fait partie de ce qu'on appelle la boule. La boule est une branche des Illuminati. D'accord. Ce sont les Noirs. Je me suis installé avec Shane, d'accord? Et il fait partie de ce programme. C'est pour ça qu'il est si célèbre. Il décroche tous les contrats. Ce sont ses avocats. J'ai eu des relations sexuelles avec Cassie et Sean.
En gros, il se masturbait et me disait quoi faire avec Cassie. J'ai eu environ 15 rencontres et j'ai entendu beaucoup de choses sur les affaires. Parce que ce qu'il faisait, c'est que Sean parlait beaucoup au téléphone et à la télévision avec des haut-parleurs et tout ça. Et j'étais comme une esclave sexuelle. Le mouvement hip-hop a pour but de faire circuler la drogue dans tous les États-Unis. Il bouge. Vous devez en informer la DEA. Ils transportent toute la drogue, d'accord, toute la drogue par jet privé qui ne sont pas contrôlés par Par les douanes, c'était? par la DEA. Ouais, Ouais, quoi? Brigade des stupéfiants. à l'intérieur des États-Unis. Tout ce qu'il disait sur la relation entre Diddy et Cassie s'est avéré exact et vrai, même si cela paraissait insensé à l'époque. Il affirme également que Diddy est membre des Illuminati noirs et qu'il l'entendait au téléphone discuter de ces sujets. Et le plus important, c'est d'affirmer qu'il existe un agenda hip-hop et essentiellement, créer ses talents et enrichissez-les, car c'est vraiment ce qu'ils font. D'autres parties de cette vidéo, au nom des fédéraux, affirment qu'ils déplacent de la drogue à travers les États-Unis. Oui, ils font du trafic. Ils sous-entendent des quantités très importantes de drogue, comme je l'imagine, des kilos et des kilos de drogue dans leur jet privé. Et ça m'a fait réfléchir, alors j'ai commencé à chercher quelles célébrités possèdent des jets privés et jusqu'où leurs jets peuvent voler, et beaucoup d'entre eux possèdent effectivement des jets privés. Le jet privé de Jay-Z aussi est, disons, célèbre ou remarquable parce qu'il a une très grande autonomie, donc il peut voler à l'international, intercontinental. Et donc c'est intéressant, parce que quand on commence à se pencher sur la façon dont les jets privés sont traités dans les aéroports et tout ça, enfin, je ne suis pas un expert. Je n'ai jamais été dans ces jets privés. Mais il y a beaucoup de failles qui existent. Et on peut tout à fait imaginer que ce soit une manière assez intelligente de faire ce genre de choses. Oui. Oui, il y a beaucoup d'antécédents, du côté des fédéraux et du crime organisé opérant dans l'industrie musicale, notamment le trafic de drogue. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi la célébrité de Diddy a duré si longtemps, pourquoi il est si riche, comment il fait toutes ces choses extravagantes. Sincèrement, je n'ai jamais compris. C'est intéressant parce que lorsque trois choses qui semblèrent folles se révèlent exactes après vérification. C'est vrai, il a aussi mentionné dans cette interview, on n'a pas montré cet extrait, mais il parle de cocaïne rose. Oui. À l'époque, personne ne savait de quoi il parlait. Et soudainement, la plainte de Lil Rod parle exactement de cette même drogue. Il dit que c'est un mélange de toutes sortes de drogues, comme de la MDMA et de la cocaïne. Et encore une fois, tout cela est présumé, mais il dit qu'en gros, c'est ce que Diddy distribue lors de ses soirées. C'est ce qui rend les gens aussi défoncés, en fait. Et puis, un autre élément de tout ça qu'on n'a pas montré, mais qu'il avait dit à l'époque. Concernant le fait de sauver Trump, il dit qu'il a vu dans le jeu de cartes Illuminati qu'ils allaient essayer d'assassiner Trump. Encore une fois, en quelle année Jonathan Audi a-t-il été arrêté? C'était en 2018. Et nous pouvons désormais confirmer qu'il était bien l'esclave sexuel de Cassie et Diddy. Parce qu'il témoigne à ce procès qui est... Fou. Est-il? Désolé, on a interrogé Cassie. Oui, Cassie. Ils ont témoigné à son sujet. Oui, Cassie a témoigné contre lui. Et on lui a posé des questions et il a confirmé. J'ai tellement envie qu'il témoigne. Alors, que se passe-t-il? Ici, Yann, comment peut-il dire tout ça? Oh, il savait simplement que Trump l'était. Qu'est-ce qu'un jeu de cartes Illuminati? Et vous allez arrêter de traiter tout le monde de complotiste parce que c'est tout simplement impossible. Eh bien, la chose... Ce qui est amusant dans cette interview, c'est qu'il est évident, quand on écoute l'entretien plusieurs fois à cause de son accent, qu'il est difficile à comprendre. Mais il détaille des choses précises sur ses rencontres avec Diddy et Cassie. Il se souvient d'événements réels, surtout maintenant que nous avons la confirmation qu'il n'est pas fou. Il dit aussi qu'il a fait des recherches en ligne pour rassembler les éléments. Certaines choses dont il parle, c'est comme « j'ai entendu ça au téléphone ». Je l'ai entendu pendant que j'étais là-bas. Et pour d'autres choses, c'est plutôt du genre « j'ai compris ça » ou « j'ai rassemblé les morceaux ». Et donc, il y a un aspect que je trouve vraiment amusant dans l'esprit chapeau en aluminium, où c'est comme si je présumais cela. Une partie de ce qu'il dit dans cette interview, ce sont de véritables expériences qu'il a vécues. Et une autre partie, c'est lui qui reconstitue les choses à partir d'Internet, comme des recherches à la 4chan. Et vous ne savez pas forcément lequel est lequel. Mais nous commençons à avoir une sélection. On reçoit des confirmations pour certaines. D'autres semblent plus plausibles, et d'autres, je ne sais pas, Il mentionne aussi, comme si de rien n'était, dans son interview que Tupac est toujours vivant. Et il est à Cuba. Il le laisse tomber de nulle part. La théorie disant que Tupac serait vivant a suscité des rumeurs.
jamais creusé. Je veux juste être très clair. Mais parce que je reviens en arrière et que j'y réfléchis, c'est juste étrange que tout ce que cet homme a dit, ou du moins une grande partie, se soit avéré vrai après vérification, ce qui semble tellement bizarre. Une autre affirmation très étrange qu'il a faite, à savoir que Tupac est vivant et se trouve à Cuba. Et il dit ça comme si de rien n'était, tranquillement. Ça te fait juste réfléchir à Toutes sortes d'autres choses. qu'est-ce que la réalité? Toutes sortes d'autres choses. Qu'est-ce que la réalité? Aussi, tant qu'on parle du Black Bullet que Jonathan a évoqué, Le Black Bullet. Pourrais-tu décrire d'ailleurs, moi, parce que quand tu as parlé du Black Bullet, je n'avais aucune idée de ce que c'était. je n'en sais pas beaucoup à ce sujet. Et je pense qu'il en existe beaucoup de versions. C'est comme les conspirations autour du Vatican, ça part dans tous les sens. Les conspirations juives partent aussi dans tous les sens. Et le Black Bullet, je crois que l'idée, c'est que ça remonte à la noblesse noire et à l'une des familles royales. Je pense, Il y a peut-être une page Wikipédia. oui, il y en a une. Et donc, aujourd'hui, il existe de nombreuses interprétations à ce sujet, mais la théorie, c'est que tu trahis les tiens. Donc le Black Bullet, d'après ce que j'ai compris, ce serait des Noirs qui trahissent d'autres Noirs. Au nom, tu sais, des Illuminati. Les types qui contrôlent la guerre. Et LeBron James a effectivement un énorme tatouage dans le dos du blason, comme le symbole même du Black Bullet. Très, très littéralement l'image exacte. Ou c'est sur son torse, je crois. Oui, c'est sur son torse. J'ai vu Ça. dans ta vidéo. Donc, c'est intéressant qu'ils disent qu'il est membre de ça, surtout maintenant qu'on apprend tant de choses sur ce qui s'est passé lors de ces soirées de Didi. Et je veux être clair ici. On ne peut pas vraiment en parler. Le témoignage de Cassie, parce que j'essaye de garder cette émission familiale et Il n'y a pas un seul élément là-dedans qui soit... qu'il soit correct. Je ne peux rien lire à propos de ces transcriptions. Il suffit de dire qu'ils étaient dans les trucs sexuels les plus dépravés et dégoûtants qu'on puisse imaginer. Elle a été très claire sur le fait qu'elle était défoncée pendant une grande partie de tout ça. Je le crois complètement. D'après ce qu'on a appris de Little Rod et d'autres personnes, y compris ce type, Jonathan Odie, c'était définitivement un des aspects de cette histoire. Mais c'est intéressant qu'on parle de l'idée que ces gens trahissent la communauté noire au profit de quelqu'un d'autre parce qu'il y a certains chiens qui n'aboinent pas. Cela m'inquiète beaucoup dans cette affaire parce que j'ai lu la plainte de Little Rod. Et je m'attendais vraiment à ce que les dirigeants de Universal soient impliqués dans cette affaire, au moins pour témoigner lors de l'audience. Et aussi, la personne la plus absente ici, c'est Christina Karam. OK, Skylar, peux-tu afficher une photo de cette Christina Karam? Vous savez de qui je parle? Ouais. Je veux dire, je ne savais pas de qui vous parliez avant ce procès. Ah bon? Non, je ne la connaissais pas vraiment. Bon, elle était donc très impliquée dans le procès. Et Depuis, plusieurs personnes ont évoqué son nom. Et Skylar, je ne sais pas. En réalité, nous ne serions même pas en mesure de le démontrer. Et encore une fois, tout cela reste au conditionnel, mais c'était la Ghislaine Maxwell qui était toujours à ses côtés. Il a été allégué par des personnes affirmant avoir été abusées par Didi qu'elle aurait, soi-disant, posé des stérilés à des femmes. Des personnes qui l'ont accusée de viol très violent l'ont également accusée, elle, d'être la personne qui a rendu tout cela possible. Dans le procès de Little Rod, il a été explicite en disant qu'elle était la fournisseuse de toutes les drogues. Elle a tout simplement disparu. C'est comme si, pour une raison quelconque, ils se sont dit qu'il fallait faire tomber Didi. Mais il était très clair dans le procès de Little Rod que Didi était maintenue sous l'emprise de la drogue intentionnellement à cause d'elle, parce qu'elle aurait donné l'ordre aux gens de le garder drogué, soi-disant avec cette cocaïne rose. Et elle a disparu. Je n'ai pas pu trouver la moindre trace de cette femme sur Internet. Comment est-ce possible? quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Les dirigeants Universal Music, as-tu lu les procès à leur sujet? À leur sujet, s'il te plaît. En fait, ces procès ont été, à bien des égards, mon introduction à tous ces gens. Par exemple, je ne savais pas qui étaient Lucy et Grange avant de lire ces procès. Je ne faisais pas attention à la culture pop. Mais dès que tu lis ces procès, il devient immédiatement évident, et logiquement évident, que si Didi organise toutes ces fêtes, Universal Music Group est d'une certaine manière impliqué financièrement. Mais la plainte affirme qu'ils sont directement impliqués financièrement. La plainte affirme que Lucy et Grange y assistaient souvent et en finançaient probablement. Elle dit aussi qu'ils auraient eu, selon les allégations, des réunions secrètes fréquentes avec Didi. Dans sa chambre. Oui, dans sa chambre pendant 1 heure ou plus. Et donc tout ça, même si, tu sais, Lucy, Grange et Universal Music Group, ils ont été retirés de la plainte de Little Rod, ce qui était très étrange. Très étrange. Très... Bizarre. Pourquoi les retirer d'une plainte où des gens se font droguer? Si tu veux t'en prendre à Didi, comment peux-tu ne pas le faire? Je veux dire, sérieusement. On sait tous pourquoi. Lucien Grange est une figure très puissante depuis très longtemps. Il a commencé avec un nom totalement différent d'ailleurs. Ouais, tu es...
m'a guidé. de toute cette histoire. Je ne fais pas confiance aux hommes qui changent de nom, surtout 3 fois, d'accord? Une famille qui passe de Goldstein à G puis à Grange, ça n'a aucun sens pour moi. Et tu l'as tout en haut de la chaîne alimentaire. Little Rod a fortement laissé entendre qu'il laissait faire tout ça pour obtenir des moyens de chantage sur certaines personnes. Et ils disparaissent. Tout simplement, ils disparaissent. Et je veux dire, Quelle est la logique ici? c'est Compréhensible, il y a des cassettes. Little Rod a dit qu'il n'y avait que ça. de tout. Et que Didi enregistrait aussi les gens qui venaient. Ouais. Donc il est compréhensible qu'une personne puissante soit retirée du procès simplement parce que les personnes puissantes peuvent faire protéger leur nom. Mais dans ce cas, comme Lucie et Grange seraient un témoin clé dans tous les cas, même s'ils n'étaient pas coupables. Ils le voudraient, donc ils ne veulent aucune forme d'examen. Ils ne veulent pas que quelqu'un regarde Lucie et ils ne veulent pas que quelqu'un regarde Christina. Et dans le procès de Lil Rod, ils nomment le gars qui était responsable du système informatique de Didi. Ils nomment le gars qui était son technicien, celui qui était responsable de toutes les caméras, et personne n'a jamais reparlé de lui depuis. Il a tout simplement disparu. Donc, je veux vraiment encourager les gens parce que je considère cela et je veux être prudent ici. Je considère cela comme un procès spectacle. Ouais. Parce que la plupart des gens ne regardent que les noms, l'absurdité des histoires, des choses. Et je peux dire ceci, il y avait beaucoup d'histoires d'urine dans ce dans quoi ils étaient impliqués. Et c'est tellement fou, à première vue, de penser que ces célébrités de premier plan sont impliquées dans tout ça, que les gens ne vont même pas revenir voir l'origine de ce procès. Ils ne vont pas lire ce que Lil Rod a écrit. Sur quoi ils veulent vous concentrer? Ils veulent que vous vous concentriez sur les noms. Ils parlent de Justin Bieber, non impliqué. Tu sais, elle dit « cette personne, cette personne, cette personne ». Vous devez tous revenir au début et lire, parce qu'alors vous comprendrez. Si vous lisez la plainte de Lil Rod, vous devriez la lire du début à la fin. D'accord? Parce que tout ce qu'il a affirmé jusqu'à présent comme allégation s'avère vrai devant le tribunal. Et les gens se sont moqués de sa plainte quand elle est sortie au début. Et j'ai dit, si c'est Morgan, il va se faire arrêter. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il y a trop de preuves vidéo. Lil Rod a ses preuves vidéo. Mais il y a de gros poissons qui ne réagissent pas ici. Et ce sont tous les plus importants. Ouais, et nous aussi. Nous n'avons pas mentionné Fahim Mohamed, un chien intéressant à faire témoigner. Fahim Mohamed a été l'une des premières personnes que nous avons contactées, et l'un de nous a fait une vidéo sur lui. Je vous ai copié. Droite. Et c'était la première fois que j'aimais ça. Nous avons commencé à interagir sur le contenu, et ce terrier de lapin a commencé à devenir assez profond. Et moi alors? Eh bien, expliquez-leur, car la plupart des gens ne sont peut-être pas au courant. Ainsi, Fahim, Mohamed, dont le nom figure dans cette plainte, avait un agent de sécurité. Celui cité dans cette plainte est le faiseur de problèmes, qui fait disparaître les problèmes, ce qui est suspect. Et puis l'un de des abonnés ont commenté que ce type était le chef de la sécurité de Michael Jackson. J'ai donc commencé à creuser. C'est vrai. En faisant le calcul, le chef de la sécurité de Michael Jackson, Fahim Mohamed, qui était aussi celui de Didi, a obtenu son diplôme universitaire 1 an avant la mort de Michael Jackson, alors qu'il était sous sa responsabilité. l'un des 2 personnes qui Qui? était là, c'était le médecin. Le deuxième arrivé sur les lieux, Et c'était lui. et il a obtenu un diplôme en commerce. Un diplôme en commerce et marketing avec une spécialisation en immobilier, ce qui, pour moi, ne ressemble pas vraiment à un profil de chef de la sécurité. Et puis, un autre chercheur a découvert qu'il possède tout un tas de terrains via sa société immobilière, juste à la frontière du Mexique. Et il existe en fait des images de la télévision locale de lui. Par exemple, il a offert à son fils 40 acres de ce terrain lorsque son fils a eu 13 ans. Et il y a des images d'une chaîne d'information locale où on le voit faire visiter le terrain aux journalistes. Et genre, il raconte qu'ils y vont tout le temps et qu'ils s'amusent bien là-bas. Et le mur frontalier est juste là, dans le champ de la caméra. Et c'est irréel de penser, genre, excusez-moi, c'est pendant la présidence de Biden. C'est à ce moment-là que des gens franchissent cette frontière comme des fous, qu'il se passe toutes sortes de choses à cette frontière. Ce n'est pas le genre de terrain que vous voulez posséder en tant que société de développement immobilier. Et puis, juste pour relier les points, lorsqu'il l'a mentionné dans le procès Little Rod comme le « fixé », cela montre à quel point c'est extrême. Il est accusé d'être celui qu'on appelle si on tire sur quelqu'un. Ouais. Il fait allusion à la scène dans le procès Little Rod où Didi et son fils auraient prétendument tiré sur un type dans une salle de bain. Little Rod est, alors que ce type est en train de se vider de son sang, en train de nettoyer, d'essayer de l'aider, il est très proche ou juste à l'extérieur de la salle de bain. Little Rod était peut-être dans la salle de bain. Et il sait qu'après que Didi et son fils soient arrivés et aient tiré sur ce type, il essaie d'appuyer sur la blessure. Et ils savent
qu'il faut appeler ce type et qu'il fera venir la bonne personne du LAPD et ils vont raconter un mensonge. Et il dit que le lendemain, la presse a publié un article affirmant qu'il s'agissait d'une fusillade en voiture. Il dit « Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ». Et ça m'a vraiment fait penser au livre Chaos, que tant de gens qui écoutent mon podcast ont lu ou vu. Je veux dire, ont écouté. Et ça décrit un LAPD corrompu avec des fédéraux impliqués qui savent comment faire disparaître certaines choses. Et nous savons que c'est factuellement vrai, d'après les meurtres de Charles Manson. Donc ça me met vraiment très mal à l'aise. Pourquoi cet homme n'est-il pas tenu pour responsable? Pourquoi n'avons-nous pas cet individu à la barre pour répondre aux questions? Ouais. À propos de tout ça, les choses ne vont pas dans cette histoire. Je veux dire, même si on part du principe de ce que les médias traditionnels présentent comme l'opération de Didi, à savoir juste une bande de sexe dépravé. Le chef de la sécurité de cette opération est la première personne à qui il faudrait parler. Parce que le chef de la sécurité du réseau de sexe dépravé de Didi va être au courant de tout ce qui s'est passé. Il saura où étaient les gens, comment ils sont arrivés, par où ils sont partis, tout ça. Et donc, le fait que personne n'ait encore mentionné Fahim Mohamed, et peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils vont l'impliquer, mais je n'ai pas encore entendu son nom. En tout cas, pas du tout en lien avec ce procès. On ne pourrait pas imaginer un meilleur exemple de procès spectacle conçu pour être sensationnaliste, fou, extravagant et scandaleux, mais dans toutes les mauvaises directions. Dans toutes les mauvaises directions. Et pour cacher ce qui se passait vraiment. Parce que ça continue encore aujourd'hui. Ça continue encore. Et j'aimerais avoir ton avis sur Cassie parce que c'est un cas intéressant. Elle est clairement victime de violences domestiques, mais il y a aussi des témoignages sur son implication. C'est une question compliquée à examiner. Est-ce que tu vois Cassie ici comme la gagnante et la victime de cette situation? Ou est-ce que tu la vois comme quelqu'un qui s'en sort alors qu'elle a fait beaucoup de choses? Avant de faire cela, je voudrais d'abord parler de quelques-uns de nos sponsors. Tout d'abord, Brickhouse Nutrition. Cela n'arrive pas souvent, alors vous allez vouloir en profiter. La promotion de Brickhouse Nutrition pour le Memorial Day est officiellement lancée. Pendant une durée limitée, vous pouvez économiser 25% sur tout avec mon code MEMORIAL25. Leur collagène, leur créatine et tous leurs autres produits, formulés par des médecins, tous en promotion à moins 25%. La promotion inclut notre produit préféré de leur gamme, Field of Greens, leur boisson à base de superfruits et légumes. Elle promet que votre médecin verra votre meilleure santé ou vous serez remboursé. Tous les fruits et légumes ont été choisis par des médecins pour un bénéfice santé précis. Field of Greens est idéal pour la santé du cœur, des poumons, des reins, le métabolisme et pour garder un poids sain. Un seul verre par jour suffit. Commencez un été en pleine forme et faites de belles économies par la même occasion. Alors, rendez-vous sur brickhousenutrition.com. Utilisez le code MEMORIAL25 pour obtenir 25% de réduction et n'attendez pas. La promotion ne dure que quelques jours. Encore une fois, brickhousenutrition.com, code MEMORIAL25, brickhousenutrition.com. Je vous rappelle Pure Talk. Que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez réduire votre facture de téléphone portable de moitié? Et aussi soutenir une entreprise américaine qui partage vos valeurs, comme le soutien aux anciens combattants et la création d'emplois aux États-Unis. Et si je vous disais que vous n'avez pas à sacrifier la couverture pour cela, car vous serez sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Je parle de la seule entreprise de téléphonie mobile que je recommande, Pure Talk, dirigée par des vétérans et investissant dans une équipe de service client américaine. Pour que vous ayez le meilleur support possible, si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, rejoignez les centaines de milliers de personnes qui ont réduit leur facture de téléphone portable de moitié. C'est exact. En moyenne, une famille économise plus de 1 000 $ par an en passant chez Pure Talk. Changer d'opérateur, cela peut se faire en à peine 10 minutes si vous allez sur puretalk.com/Owens avec des forfaits à partir de seulement 25 $ par mois. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez sur puretalk.com/Owens et passez à Pure Talk, un service sans fil créé par des Américains pour des Américains. Bon, Cassie, c'est compliqué. Je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. C'est beaucoup, je crois. Avant tout, il ne fait aucun doute qu'elle est une victime. Nous avons vu cette femme se faire frapper à l'écran. Elle était clairement dans une relation marquée par la violence domestique, ou plutôt une relation avec de la violence domestique. Et il y a beaucoup de choses qui vont avec ça, comme vous savez, l'angoisse, la douleur. On veut retourner vers la personne, on pense qu'elle peut nous protéger. Et je veux aussi préciser qu'elle a rencontré Didi quand elle avait 19 ans, ce qui est très différent de l'affaire Harvey. Je n'arrête pas de le répéter aux gens. Ces femmes avaient entre 27 et 30 ans. Ça vient à ce qu'elle faisait. Le cerveau de Cassie n'était pas encore développé. Elle voit Didi entrer. Il a tellement de pouvoir et d'argent. Les femmes sont attirées par ça. Et en pensant qu'il peut prendre soin d'elle, il la met un peu dans cette situation. Mais il est difficile de savoir, comme le dit Jonathan Audi et d'autres personnes l'ont dit aussi, qu'elle était impliquée dans certains des abus qui arrivaient à d'autres personnes.
Donc, il est intéressant de considérer Cassie dans tout cela, où ce qu'elle a fait est indéniablement héroïque en exposant tout et en prenant position. Mais est-ce qu'on l'absout complètement? Tout ce qu'elle a fait et se dire, tu sais quoi, elle était vraiment dans une très mauvaise situation. Elle est restée dans cette relation 10 ans. Ce n'était donc pas une relation courte. C'était 10 années entières de cela. C'est une bonne question. Je pense que je l'absous de toute culpabilité précisément à cause de ce qui est écrit dans sa plainte, dans le sens où quand on a 19 ans et dans sa plainte. D'après ce dont je me souviens, il lui a en fait fallu un certain temps avant de se laisser séduire par lui. Elle n'a pas tout de suite été du genre « Oh mon Dieu, Didi, je vais te suivre ». Au contraire, il l'a en quelque sorte amadoué sur une période d'1 an. Et finalement, c'est avec des drogues qu'il a fini par l'atteindre. Et il l'a en quelque sorte drogué une nuit, puis il l'a emmené dehors et, d'une certaine manière, s'est insinué dans sa vie. C'est ainsi que la situation a été présentée. Et ça, ce sont ses mots. Évidemment, elle essaie probablement de se montrer sous son meilleur jour. Mais quand on a 19 ans et qu'il y a des drogues qui rendent très vite accro en jeu et des abus physiques très graves dès ce jeune âge, est le genre d'abus dont nous parlons. Quand tu essaies de partir, quand tu essaies de lui faire du tort d'une quelconque manière. Les façons dont les gens décrivent les abus de Didi, à partir de cet âge-là, ça a un impact sur ton cerveau. Je ne lui en veux absolument pas pour sa réaction totale parce que, soyons honnêtes, Didi est un gars plus costaud qui aurait pu la battre à mort, que nous avons vu la battre à mort. Absolument. Et donc, si elle est complice de l'un de ses crimes, alors qu'elle est, tu sais, avec lui, c'est le crime de Didi. Et nous avons largement assez de preuves pour voir que c'est la faute de Didi et le crime de Didi. Et puis, quand on ajoute à tout cela le fait qu'elle ait eu le cran d'intenter cette action, de se lever, de parler et de déposer cette plainte qui a déclenché toutes ces poursuites. C'est elle qui a ouvert les vannes ici. C'est incroyablement courageux. Et c'est quelque chose que toutes les femmes qui sont passées avant elle, tous les hommes qui sont passés avant, tous les esclaves sexuels qui sont passés avant, n'ont pas fait. C'est vrai. Et donc, j'ai tendance à considérer Cassie comme une sorte d'héroïne dans cette situation. Elle a conclu accord. Elle a conclu un accord, l'a diffusé, et je trouve cela très courageux. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la seule partie avec laquelle j'ai du mal, et c'est encore une question philosophique, donc je ne porte aucun jugement, c'est quand la victime devient à son tour bourreau, pense à la personne qu'elle a blessée. Et ces personnes disent « Non, je me souviens très bien que Cassie m'a menacée parce que cela a été révélé. » Ils ont échangé des messages textes pendant le procès où elle menaçait des gens disant « Je vais te faire subir ça » ou autre. Elle-même se sentait menacée, comme elle l'a dit, car elle pensait qu'une personne pouvait diffuser une vidéo compromettante d'elle lors de cette fête étrange. Et je me dis « D'accord, mais qu'en est-il de cette personne? Si son expérience est en fait, tu sais, Cassie m'a fait du mal. » Ça devient tellement compliqué, mais je pense qu'il faut quand même revenir au début et se dire « Oui, tu sais, elle avait 19 ans. Elle a été gavée de drogue. Elle a été gavée d'alcool. Et oui, elle a été manipulée selon moi, selon mon point de vue. Genre, évidemment, rien de ce qui a été fait n'était illégal. Elle avait 19 ans. Mais notre compréhension, c'est que chez les femmes, le cerveau n'est pas encore développé. La violence domestique est illégale. Exactement. Bombarder des voitures est illégal. Non. Je veux dire, comme s'il sortait avec elle. La relation n'était pas, oui, illégale compte tenu de son âge, mais... Et en partie consensuelle. Elle n'avait que 19 ans et son cerveau n'était pas encore développé. Ça a donc été compliqué. Et vous voyez des gens qui font beaucoup de commentaires. Mais la réalité, c'est que nous n'en serions même pas là aujourd'hui si Cassie n'avait pas fait le premier pas en déposant cette plainte pour que le public puisse la voir. Et peut-être que cela a donné un peu de courage à Little Rob, qui a alors déposé sa plainte. Et en quelque sorte, les vannes se sont ouvertes. Je suis aussi tout simplement enclin à éprouver de l'empathie pour des personnes de tous horizons, de toutes origines, parce que je pense que c'est vraiment important. Cela vient du fait d'avoir été élevé par des enseignants et de penser souvent comme un enseignant. Il faut comprendre d'où viennent les gens. Et quand il s'agit de Didi, c'est un peu pareil. On peut faire ça un peu, mais c'est bien plus facile de comprendre d'où vient Cassie. Et c'est certain qu'elle a commis des crimes. Et c'est certain qu'elle n'est pas... Ses mains ne sont pas propres. Mais il faut prendre chaque personne pour ce que vaut sa vie, pour ses crimes et pour son histoire. Et en général, je pense que la douleur de Cassie puis son aide à la fin de cette situation, je pense que, selon moi, cela l'emporte sur ce qu'elle a fait de mal. Ouais. J'ai tendance à être d'accord. Oui, j'y pensais. Je pense que ce qu'elle a fait est une véritable tragédie. Bravoure. Et toute cette situation est évidemment tragique. Vous parlez d'empathie. Vous parlez de sympathie.
Nous devrions probablement maintenant parler de tout ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures et une partie était vraiment trop prévisible. Je suppose que je vais commencer en disant que j'ai à nouveau du sang sur les mains. C'est incroyable. Nous en avons tous les deux. J'ai eu du sang sur les mains tellement de fois au cours de ma carrière. Et je veux simplement pointer du doigt la gauche et la droite pour leur participation à cela. Je trouve ça tellement vulgaire. C'est exagéré. Plus personne n'y croit. Essayez de marquer des points politiques. Il se passe quelque chose. Je me souviens que la première fois, c'était vraiment dur. C'était une fusillade dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. Et il disait « Tu as du sang sur les mains. Jamais aller Nouvelle-Zélande. » Je ne parle pas de mosquée ni de musulmans. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça devient comme ça. Ils disent « Tu mentionnes un manifeste. Qu'ai-je à voir avec la Nouvelle-Zélande et les fusillades dans les mosquées? Personne ne sait. » Mais ça devient comme ça. Et je veux vraiment parler des manifestes. Je les trouve extrêmement suspects maintenant. Ouais, ils sont toujours prêts, trouvés immédiatement. Et ils disent exactement ce qu'il faut pour que les gens s'en prennent à certaines personnes. Mais bref, c'était évidemment hier soir. Une terrible tragédie se produit. 2 diplomates israéliens sont abattus à Washington. Une personne... Nous n'avons pas encore d'image de cette fusillade, mais nous savons qu'une personne est ensuite entrée dans ce qui était un musée, n'est-ce pas? Je crois que c'était un musée qui accueillait cet événement. Et l'événement était en quelque sorte une citation de l'organisateur de l'événement. Un événement de ce genre permettrait de jeter des ponts vers la paix au Moyen-Orient. Vous savez, construire des ponts entre les différentes nations du Moyen-Orient. C'était donc assurément un événement d'un style progressiste. Ce n'était certainement pas un événement dans le style de Bibi. Et cet individu crie alors « Palestine libre !» Et bien sûr, maintenant, Internet accuse tous ceux qui ont dit la vérité sur ce qui se passe à Gaza d'avoir du sang sur les mains. Parce que nous avons fait preuve d'humanité à cet égard. Et on confond aussi cela avec l'antisémitisme, ce qui est, enfin peut-être qu'il était antisémite. Peut-être qu'il les a tués simplement parce qu'ils étaient juifs. Mais toutes les preuves que je vois indiquent que c'était politique. Et confondre le fait qu'ils étaient juifs avec le fait qu'ils disaient « Palestine libre » et que tu es israélien, que tu as un lien avec le gouvernement israélien, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est fou. Ce n'est pas la même chose. C'est fou. Et pour moi, c'est aussi extrêmement désespéré. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de voir tout ce qui s'est passé que de reconnaître que les sionistes ont perdu l'argument moral. Ils ont perdu la supériorité morale s'ils l'ont jamais eue. Trop d'Américains en ont pris conscience, surtout les jeunes. Ils sont éveillés à ce genre de tactique. Et ils en ont tout simplement fait trop vite, essayant d'annuler trop de gens, essayant de traiter tout le monde littéralement de Hitler. Finalement, les gens se disent que tout le monde ne peut pas être Adolf Hitler juste parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Certains ont survécu à ces tentatives d'annulation. Tucker Carlson, moi-même, on nous traite ainsi maintenant. Ils disent maintenant que nous sommes tous financés par le Qatar. Et ça paraît juste brouillon et inauthentique. Et leurs plateformes sont en train de mourir. Ils envoient des messages, des bots pour essayer de faire croire qu'ils sont populaires. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je veux dire que je crois que c'est en fait Jordan Peterson qui l'a bien dit. Qu'une fois que vous en arrivez à attaquer les humoristes, alors vous savez que vous vivez sous, que les choses sont sur le point de devenir très autoritaires. Ils s'en sont pris à Joe Rogan. Ils s'en sont pris à Dave Smith. Vraiment fort. Ils s'en prennent maintenant à Theo Von. Ils s'en sont pris à Tim Dillon. Et je veux vous montrer ce que Theo Von a publié. Et c'était hier. Et donc maintenant, il a légalement du sang sur les mains. Sur son fil Twitter, il l'a partagé. C'est devenu complètement viral. Et maintenant, il diagnostique Theo Von comme mentalement malade parce qu'il a partagé ce sentiment. Regardons ce clip dans son intégralité. Vous savez, je voulais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment, et donc je sens que je devrais en parler. Vous savez, on a déjà eu des gens dans le podcast pour en parler, et il y a simplement un conflit qui se déroule actuellement au Moyen-Orient. Les gens sont au courant. Entre Israël et la Palestine, et certaines des zones là-bas, la région de Gaza dont ils parlent. Et je pense juste que c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si C'est juste, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un génocide qui se produit pendant que nous sommes en vie, ici, devant nos yeux. Et Parfois, j'ai l'impression que je devrais dire quelque chose. Je ne suis pas géologue, ni géographe, ni rien de tout ça, vous savez, donc je ne connais pas grand-chose, même si certains aspects, je les connais. Je connais les bases des problèmes là-bas, mais pour moi, c'est surtout ce que je ressens.
C'est comme, on voit toutes ces photos de gens, juste des enfants, des femmes, des gens, des morceaux de corps, des personnes qui essaient de rassembler leurs enfants. Et je n'arrive tout simplement pas à croire qu'on regarde ça et qu'on n'en parle pas plus. Et donc, je ne dis pas que quelqu'un d'autre doit dire quelque chose, mais je pense juste que je n'en parle pas assez moi-même. Donc, je veux juste pouvoir m'exprimer à ce sujet sur ce que je pense que nous sommes en train de regarder. Probablement, vous savez, l'une des choses les plus horribles qui se soit jamais produite. Et je suis désolé si en quelque sorte, je n'en ai pas parlé, j'ai essayé d'en parler et d'en apprendre plus. Mais je ne sais pas. Peut-être que je voulais juste dire quelque chose. Je ne sais même pas quoi faire, tu sais. Et c'est fou parce que notre pays est aussi complice, tu vois, il est impliqué et ça fait longtemps que c'est le cas. Et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte alors, oh, eh bien, je suis un membre de ce pays, mais parfois, ce que nous voulons n'a pas d'importance. Et il faut juste être membre d'un endroit pendant que ton gouvernement prend d'autres décisions. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien dit ou même exactement ce que j'ai dit, mais ça me rend vraiment malade et j'ai l'impression que j'avais juste besoin de dire quelque chose. Je pense que tu n'es pas obligé de penser ça. Je ne te demande rien du tout, mais je devais juste le dire pour ne pas rester là sans rien faire. Tu sais, il y a cette paix en moi. Genre, pourquoi tu ne le ferais pas? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent même pas parler, et toi, tu peux dire quelque chose, tu vois? Et donc, c'est pour ça que j'ai dû prendre la parole malgré tout. Ouais. Donc, je prie juste pour ces personnes et pour tout le chagrin que tout cela va causer. Je n'arrive même pas, en gros, à ce que je veux dire à propos de cet extrait, c'est que ça te donne envie de pleurer. Parce que c'était tellement sincère. Juste clairement authentique. Franchement, je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo plus authentique sur Internet depuis longtemps. Ouais. Et je peux compatir avec lui parce que j'ai ressenti cette pression l'année dernière où je me suis dit, j'ai une énorme plateforme. Il y a des gens qui ne peuvent rien dire. Je regardais avant qu'ils ne nettoient X d'une façon ou d'une autre tous les jours. Je voyais juste ces enfants se faire exploser. Je voyais des gens mourir de faim. Et je me souviens très bien de ce que c'était. C'est ça qui m'a donné l'impression que je devais dire quelque chose. Et c'était le cri d'une mère après que sa fille ait été tuée. Je me souviens d'elle tenant le corps sans vie de sa fille au milieu des décombres. Et je devais dire quelque chose. Et en fait, avec du recul, ça ne m'a littéralement rien coûté. Je pensais que c'était tout. À ce moment-là, Je crois. ça m'avait tout coûté. Et j'ai réalisé que ça ne m'avait rien coûté. Parce que quand on fait ce qui est juste, quand on s'ouvre à Dieu et qu'on reconnaît que toutes ces choses auxquelles on accorde de l'importance ne sont rien, il y a une source éternelle qui va prendre soin de vous quand vous dites ce qui est juste. C'est ce que j'ai ressenti et j'avais envie de pleurer. C'était tellement sincère. Il me dit « Je ne suis ni géologue ni géographe ». Il dit un truc du genre « Mais moi, j'ai une tribune et je ne peux plus regarder ces images ». La réaction à cela sur X. Vous êtes malade mental. Malade mental. Tu es maléfique. Et ce ne sont que des insultes. Ce ne sont que des noms, n'est-ce pas? C'est comme s'il n'y avait pas de véritable discussion. Non, il n'y a rien d'autre que des insultes. Tu es maléfique. Nous avons ce tweet auquel quelqu'un a répondu. Je vais juste lire le début parce que c'est beaucoup trop long. Mes questions sincères pour toi, Theo Vaughn. As-tu déjà été officiellement diagnostiqué avec une maladie mentale grave? Tu devrais vraiment aller te faire examiner. Maintenant, mets de côté le fait que tu sois allé au Qatar et que tu aies pris un gros paquet d'argent, mais ils doivent vraiment être désespérés pour te choisir. Qu'est-ce qu'un géologue saurait sur le conflit, franchement? Et puis, en gros, juste, t'es un idiot. Tu vois, c'est ce genre de truc où ils le rabaissent et lui disent qu'il ne sait rien. T'es un idiot. Ce sont des gens avec qui on est censé être alliés dans ce conflit, qui parlent comme ça. Franchement, quelle façon de rallier quelqu'un à sa cause. On a tous regardé l'extrait de Theo Vaughn et on a senti qu'il luttait intérieurement avec ça. Et ce qu'on obtient en réponse, c'est « Au fait, il est mentalement malade ». OK, ajoute ça à la liste. Candace est, comment on dit, une psychopathe du cluster B. Oui. Et Theo Vaughn est mentalement malade et Joe Rogan a besoin d'une intervention, selon Sam Harris. Mais ces gars-là, eux, ils ont tout compris. Eux, Ils ne semblent pas comprendre comment fonctionne Internet, ni comment fonctionnent les jeunes, d'ailleurs. C'est comme...
J'ai l'impression que de plus en plus de jeunes en arrivent à ne pas aimer Israël. Un peu comme quand ton enfant aime une musique que tu ne veux pas qu'il écoute et que tu commences à lui dire de ne pas l'écouter. Et puis ton enfant finit par dire « Non, arrête maman ». Parce que tu te demandes juste « Pourquoi tu dis ça comme ça ?» Pourquoi tu les insultes? Pourquoi tu t'en prends à chaque personne que les gens apprécient? Et c'est Juste des attaques ad hominem. exactement. Et c'est tellement malhonnête, la façon dont ils essayent de l'interpréter. Et penses-tu que la réponse à ça, maintenant qu'on sait comment exprimer ça et comment ils essaient de te ruiner la vie, on pourrait même parler de Miss Rachel, pour qui ils ont exigé une enquête, et je parle explicitement de cela. Ces groupes pro-sionistes ont exigé que le DOJ l'enquête pour avoir reçu de l'argent du Qatar. La nouvelle opinion, c'est que si tu as un problème à voir un enfant exploser, si tu as un problème avec des enfants qui meurent de faim parce que Israël n'autorise pas l'aide à entrer dans ce territoire, si tu as un problème pour 77 jours 77 jours, sans aide. si tu as un problème avec les images d'une femme hurlant en tenant son enfant, si tu as un problème avec des dizaines de milliers d'innocents assassinés, et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a vérifié les chiffres, parce qu'ils ne te les donnent plus maintenant, à mon avis, on doit être proche des 6 chiffres, parce que la dernière fois, c'était déjà autour de 50 000 et ça remonte à longtemps. Mais si vous avez un problème avec tout cela, le nombre de morts, les destructions qui se produisent, sachez que vous êtes financé par le Qatar. Il distribue même des noms. On l'appelle Tucker Carlson. Et donc, si c'est ce que nous faisons, je veux que nous recevions tous des noms qataris pour avoir une réaction humaine fondamentale face à la tragédie. Je veux être Qatardis. Candace Owens. Tu ne veux pas être Qatardis? Qatardis? Non, ils sont Qatarded, Ils sont Qatarded. en rejetant la faute sur tout le monde. Mais je veux être Qatardis et tu es Yann Qatarl, Je serai Yann Qatar. à coup sûr. Je le suis déjà, en fait. Droite. Mais voici leur argument. Vous êtes financé par le Qatar. Dave Smith, même chose. Vous êtes financé par le Qatar. Aucune preuve, que des mensonges. Et c'est comme si tu veux que les gens rejoignent ton camp, tu dois arrêter de mentir. C'est toujours toi qui as tort. Tu es mentalement malade. Ce n'est jamais quelles sont les actions des Israéliens. Qu'est-ce qu'Israël fait qui pourrait pousser quelqu'un à les critiquer? Et c'est la même chose dont je parle avec ce tireur. Encore une fois, c'est encore une fois une horrible tragédie. Mais est-il antisémite? Ou bien, si Israël ne bombardait pas des enfants tous les jours et que tout ce conflit ne se déroulait pas ainsi en ce moment, penses-tu qu'il aurait quand même fait ça parce qu'il déteste les Juifs? Ou est-ce à cause de ce qu'on voit à la télévision qu'il s'est radicalisé? C'est ça. Et qu'en est-il de ce gars qui s'est immolé, qui était dans la marine et qui a dit qu'il se passait plein de choses, que c'était censé être un génocide? Et il s'appelait Aaron. Et j'ai un trou de mémoire sur son nom de famille, pardonne-moi. Mais il s'est immolé par le feu, il s'est auto-immolé, parce qu'il a dit qu'il essayait d'attirer l'attention. C'était bien au début, avant que les gens ne soient vraiment conscients de ce que j'appelle aujourd'hui un holocauste. Ce qui se passe à Gaza est très clairement un holocauste. Et penses-tu que lui, ce qu'il voulait... Oh, eh bien, il était, tu sais, ils disent qu'il était mentalement malade parce qu'il s'est immolé par le feu. Et les gens réagissent. Cela ne justifie jamais la violence. Ce qui s'est passé est une tragédie. Tu ne devrais jamais penser que ta solution à cela devrait être « Eh bien, je vais aller prendre la vie d'autres innocents parce que je suis bouleversé par ce qui se passe. » C'est tout simplement mal. Mais faire semblant que les gens qui réagissent de façon humaine à ce qui se passe ou essayer maintenant de censurer la parole. Et ils essaient de criminaliser les personnes qui disent « Free Palestine » ou qui parlent de Gaza. Maintenant, vous avez tous du sang sur les mains. Non, 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 non. Même Netanyahou a du sang sur vos mains. Et cela ne fait que souligner à quel point vous accordez peu de valeur à la vie palestinienne, puisqu'il faut que 2 citoyens israéliens soient tués pour que vous réagissiez ainsi, alors que vous... En gros, vous nous punissez et demandez qu'on nous annule, qu'on nous interdise et tout ça. Nous réagissons humainement face à des dizaines de milliers de femmes et d'enfants innocents massacrés dans un territoire voisin d'Israël. Ou plutôt une partie d'Israël, un état d'apartheid, vous savez, appelez-le comme vous voulez. Et donc, oui, c'est vraiment décevant de voir ce genre de choses se reproduire encore et encore. Mais C'est vraiment instructif. Si vous voulez apprendre comment fonctionne la propagande, comment fonctionne la hasbara, comment fonctionne le contrôle de l'opinion, tout ce que vous avez à faire, c'est d'étudier le conflit israélo-palestinien, car Israël mène depuis toujours une guerre de l'information contre le peuple américain, et il continue encore aujourd'hui. Et chaque jour, vous pouvez vous connecter et observer leurs tactiques, voir comment ils essaient de faire cela, et ça ne fonctionne pas vraiment. Mais si vous l'étudiez, vous pouvez alors le repérer dans d'autres domaines aussi, parce que c'est la seule arme qu'ils possèdent lorsque
Voici la réalité. Combien d'enfants sont tués d'un côté par rapport à l'autre? C'est ça. Et c'est drôle que tu mentionnes leur guerre de l'information parce qu'on l'a montré à plusieurs reprises dans l'émission. L'extrait du futur Premier ministre d'Israël. Quand Wikipédia a été lancé, il expliquait comment ils avaient employé toute une équipe pour écrire, tu vois, et ils avaient aussi la même chose pour X. Ils ont tous ces soldats de Tsahal qui rédigent des réponses et contrôlent des comptes bots. Ces images existent. Rien de tout cela ne relève de la théorie du complot. Vous pouvez retrouver ça dans mes anciens épisodes, là où je l'ai montré, mais je t'ai aussi envoyé un message. Ils ont fait disparaître cet article, ce qui est vraiment bizarre. On doit parler de ton bracelet Cabal, Ouais. Le truc de Katachan? le truc de Katchan. Ouais. C'était bizarre, non? Je te l'ai envoyé. Donc, Reuters a publié un article. Le célèbre forum Internet 4chan a été piraté. Le post affirme, et ils alléguaient en gros que Israël aurait été révélé comme le principal contributeur sur 4chan depuis 2014, avec 221 millions de messages postés sur 4chan lors d'une importante fuite de données. Et ensuite, Reuters a fait disparaître l'article. Je n'ai jamais vu ça. D'habitude, il y a une correction, quelque chose, mais là, Reuters a fait disparaître l'article. Complètement. C'était très récent et 4chan a été mentionné parce que apparemment il y a eu un fil de discussion qui a été lancé à propos de toi portant ce bracelet de la Kabbale. Donc, Montrons Yann dans mon émission il y a quelques semaines portant un bracelet de la Kabbale et soudainement cela a déclenché une tempête. Alors, voudrais-tu expliquer si tu es ou non un agent du Mossad ou un kabbaliste? peu importe. Ce que c'est? J'ai dû faire une pause dans l'émission pour prendre l'avion et aller parler à mes supérieurs pendant un moment. Parce que le bracelet était évidemment trop voyant. Non, c'est ma copine qui me l'a offert. Je l'ai expliqué sur X. J'étais sous l'impression, parce que je connaissais un peu les bracelets de la Kabbale, que c'était censé être un fil rouge. Parce que des gens avaient... Paniqué à propos de Tucker quand il portait un fil rouge. Elle m'a dit, tu sais quoi? Aie ton opinion sur Tucker Carlson. Fais ce que tu veux. Peu importe ce qui te fait plaisir. Donc, quand j'ai eu ce bracelet rouge, je me suis dit, ah, ça ressemble beaucoup au bracelet de la Kabbale avec le fil rouge. Mais regarde qui écrit ça, monsieur. Personne. Exactement. Un compte au hasard. Vas-y. Eh bien, et puis voilà le truc. Peu importe les bracelets que les gens portent, si c'est ça ton critère de preuve, mec, comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que tu avances? Parce que je connais ma propre histoire. Et je sais ce qui se passe dans ma vie. Donc, si c'est ça le critère de preuve, c'est comme mec, peut-être, genre peut-être. Le Red Shoe Club existe vraiment. Peut-être qu'ils envoient dans des signes et font des gestes de la main et tout ça. Mais je me dis, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à chaque fois? Parce que pour moi, ça prend des proportions énormes en ligne, ce qui était un peu fou. C'est genre, waouh les gars, calmez-vous. C'était... Principalement sur X, c'est ce que j'ai remarqué. C'est tout sur X, non? Tout se passait sur X. Et je sais qu'il gère des tonnes de fermes de bots sur X. Je ne le prends jamais au sérieux si ça vient de X. Et je suis tagué sur X puis sur 4chan. Et j'étais au courant de la disparition de cet article de 4chan. J'ai trouvé ça très bizarre. De toute évidence, certaines personnes y ont cru et ont commencé à y voir plus clair. Mais je tiens à dire ceci. J'ai traversé tellement de ces scandales. Et donc, je me suis vraiment senti mal pour toi. On avait littéralement ma productrice qui, peu importe ce que je portais, disait « Tu sais, c'est quoi ce symbole ?» Je lui disais « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai acheté chez Zara. » Elle disait « D'accord, mais on devrait vérifier pour être sûr que ça ne veut rien dire. Parce que parfois... » Ouais. Oh mon Dieu. Il y avait donc une photo. Non, je ne savais pas ça, peu importe. Non. Je renifle mes mains. Oui, car tu ne sais pas quoi faire. Le film Talladega Nights l'a montré. Parfois, on ne sait pas quoi faire de ses mains. Quand je pense, je fais ça. Une image de moi en réflexion et ils ont dit « Candace fait partie des Illuminati ». Je me dis « Quoi ?» J'étais littéralement en train de me préparer pour mon émission et ils ont pris une photo de moi. Je fais toujours ça. C'est une mauvaise habitude, je devrais arrêter. Mais maintenant, j'essaye plutôt de faire ça ou quelque chose comme ça. Toucher aide à réfléchir. Des études montrent que les mains aident. Je réfléchis, me demande à quoi je pensais. Et puis je suis allée à New York pendant le COVID et je voulais me vanter du fait que j'avais réussi à contourner leurs restrictions COVID. Je ne m'étais pas fait vacciner et j'avais réussi à me procurer une part de pizza, mais j'ai fait l'erreur de poster une photo de la boîte de pizza dans une voiture. Et la chose suivante que j'ai su, c'est que je me retrouvais au centre du Pizzagate et les gens disaient « Pourquoi aurait-elle posté ça ?» Et même si ce n'est pas le cas, blablabla, alors elle devrait être plus responsable avec sa plateforme. Et ce que j'ai appris à apprécier avant tout, parce que ce n'est pas comme si... Je ne veux pas dire « Oh mon Dieu, vous êtes tous fous ». Vous passez trop de temps sur Internet. Le truc, c'est qu'ils ne réalisent pas que certaines personnes sont vraiment novices. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont nouveaux dans ce domaine. Ils ne connaissent pas tous les gestes de la main, tous les signes, toutes les théories du complot.
et je me suis retrouvée à avoir l'impression de me noyer. Plus ma plateforme grandissait, enfin, ma plateforme a un peu très rapidement évolué comme la tienne. Tu vois, soudainement, tu fais des vidéos et de plus en plus de gens les regardent. Ils pensent que tu sais tout ça, alors qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tout veut dire. Ce que ça signifie. Et tu prends ce bracelet du père de ta copine et il te dit « Je te surveille ». Les catholiques irlandais, d'ailleurs, ils étaient allés en Grèce. Et quand elle était plus jeune, elle avait genre eu un de ces bracelets en Grèce parce que c'est, je crois, un bracelet œil porte-bonheur en Grèce. Ouais. Elle ne savait pas. Elle ne le sait pas. Mais pour elle, c'est juste un petit truc mignon entre elle et son père. Quand il voyage, il lui en ramène. Mais ce sont des catholiques irlandais. Et du coup, il en fait une sorte de blague de papa un peu maladroite. Mais bon, je m'en fiche, mec. Cool. Genre, bien sûr, bracelet. Ouais, c'est tout simplement intéressant. Oh là là. Internet, mec. Les gars, calmez-vous. Car si vous pensez que l'émission de Candace Owens est orchestrée par la cabale, si vous pensez que les Juifs vous veulent, parlez du fait qu'Emmanuel Macron a été façonné de cette manière qu'il a été, si vous pensez cela, les sujets dont je parle dans mon émission, comme mon podcast de plusieurs heures sur les Israéliens dansants, et sur Jeffrey Epstein, et sur, vous savez, la mafia israélienne. Si vous pensez que tout cela, c'est ce qu'ils veulent qu'on évoque, alors je m'inquiète vraiment de ce dont on n'est pas censé parler. Ouais, mais quand on parle de ces guerres de l'information, il faut aussi être conscient quand on est infiltré et que leur confiance est bafouée. Ils cherchent en quelque sorte à vous faire vous méfier des gens en permanence. Quand elle Pro 101. Oui, quand elle Pro 101, il faut emmener des gens. Regarde notre travail, regarde ce que je fais au club de lecture, les livres que nous lisons. Le fait que je parle de la cabale, c'est notre prochain livre à aborder. Je voulais juste te donner l'opportunité. Je me suis dit, il faut aborder ces choses de front sans condamner ceux qui sont peut-être dans ce milieu depuis longtemps. Et beaucoup d'entre eux le sont. Il est important que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Tu vois, personne ne devrait me faire confiance sur parole. Chacun devrait réfléchir par soi-même, examiner la source que je présente et réfléchir de façon critique. C'est ça. Et il ne faut jamais mettre quelqu'un à l'écran sur un piédestal. Parce que même si, par exemple, je suis peut-être contrôlé par le Qatar ou simplement stupide et que je me trompe, ou tout ce qu'il y a entre les deux, c'est ça. Et donc, ce qu'il faut savoir à propos de COINTELPRO, c'est que c'est très efficace parce que ça fonctionne. Il n'y a aucun moyen quand on commence à semer la division. Donc, tout cela a commencé, comme dans le mouvement Black Panther et l'ère des droits civiques des années 60. Et quand on commence à semer la division dans les rangs et à salir tout le monde, il n'y a vraiment pas d'autre solution que de soupçonner tout le monde. Mais à l'ère du numérique, on n'est plus vraiment obligé de faire confiance à qui que ce soit. Vous pouvez vous fier aux informations. Tu peux te faire confiance. Et oui, faites vos propres recherches et ne faites confiance à personne. Droite. Et c'est alors que les gens se démasqueront lorsqu'ils commenceront à propager un récit. On peut se dire « Oh, c'est un peu bizarre ». Et peut-être qu'ils se trompent, qu'ils seront corrigés et qu'ils apprendront. Ou peut-être qu'ils sont, tu sais, James Lindsay. je plaisante. Plaisante. Je ne plaisante pas. Mais je vais dire ceci. Je pense qu'on devrait se méfier fortement des personnes qui insistent sur l'argument de la guitare, parce que nous ne sommes littéralement pas financés par guitare et pourtant ils répètent tous ce discours. Donc, je garde toutes ces personnes en tête en me disant « Ok, tu es clairement un imposteur parce que tu ne peux pas simplement affirmer quelque chose sans absolument aucune preuve. Tu ne peux pas juste dire que cette personne pense que c'est mal de tuer des dieux et des enfants. Donc, ils sont financés par le Qatar. C'est complètement fou et insensé. Et c'est fait pour semer la méfiance. Donc, je ne fais absolument pas confiance à ces gens-là. Je veux dire, j'ai beaucoup appris de ça. Parce que moi, et quand j'étais moins prudent sur les accusations que je lançais au début de mon parcours ici, et en ayant reçu ces accusations et en sachant très clairement qu'elles ne sont pas vraies, j'ai alors réalisé, genre, oh, il faut vraiment faire attention quand on lance des accusations contre quelqu'un sans preuve, parce que tu mines toute ta crédibilité en faisant ça. Et si tu n'as pas de preuves, tu t'aventures vraiment sur un terrain glissant, prêt à te noyer toi-même. Oui, absolument. Oui. Bon, je veux passer aux commentaires des gens. Je sais qu'ils en ont beaucoup. Je veux parler de quelques sponsors Tax Network USA. Le jour des impôts est peut-être passé, mais pour des millions d'Américains, les ennuis commencent. Vous le savez. Si vous avez raté la date limite du 15 avril ou si vous devez encore des arriérés d'impôts, l'IRS va renforcer ses efforts pour appliquer la loi. Chaque jour d'attente aggrave la situation, avec plus de 5000 nouveaux privilèges fiscaux déposés quotidiennement et des outils comme les saisies de biens, bancaires et sur salaire. L'IRS exerce une pression à un niveau que nous n'avions pas vu depuis des années. Il y a un contrôle administratif accru, ce qui signifie que les recouvrements s'accélèrent. Bonne nouvelle, Tax Network USA peut encore vous aider.
indépendant ou chef d'entreprise, peu importe. Même si votre comptabilité est en désordre, il s'occupe de tout. Spécialiste des situations financières chaotiques, Tax Network USA vous remet vite sur la bonne voie. Même après la date limite, il n'est pas trop tard. Vous pouvez reprendre le contrôle. Votre consultation est entièrement gratuite. Et agir maintenant pourrait stopper les pénalités, les lettres de menace et les saisies surprises avant qu'elles ne s'aggravent. Alors appelez simplement le 1-800-958-000 ou rendez-vous sur tinusa.com/Candace. Vous avez peut-être manqué le 15 avril, mais vous n'êtes pas à court d'options. Laissez Tax Network USA vous aider avant que l'IRS ne prenne la prochaine mesure. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tn.usa.com/Candace. L'inflation touche tout, essence, courses, réparation. Propriétaire, vous vous demandez peut-être, appelez American Financing pour refinancer et rembourser la dette de carte de crédit? Puis vous avez probablement douté de vous-même, parce que ce taux hypothécaire bas dont vous profitez actuellement, eh bien ce taux bas ne vous fait pas vraiment économiser. Si vous croulez sous des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus, c'est un calcul difficile à affronter, mais cela vous coûte en fait des milliers d'euros. Alors voici la vérité. Si vous ne faites que les paiements minimums, cette dette vous poursuivra pendant des années. C'est pourquoi les gens appellent American Financing, car ils aident leurs clients à économiser en moyenne 800 $ par mois en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à votre famille de voir ce qui est possible. Il n'y a pas de frais initiaux, aucune pression. Cela ne vous coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser chaque mois. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez être en mesure de reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou consultez le site americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net alias Owens. Skylar, au fait, as-tu cette vidéo de Tim Dillon que j'adore où il y a des panneaux sur la guitare? Parce que ça, il faut absolument y jouer. Oui, affichez ça pendant qu'on commence avec certains de ces commentaires. Nous avons 40 000 personnes qui nous regardent en direct. Bonjour les gens, nous sommes ravis de vous avoir ici. D'accord? Qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Avant tout ça, je veux vous rappeler l'interview avec Harvey. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est désormais disponible en paiement à la séance sur notre site web. Je sais que certaines personnes se disaient « Je n'ai pas les moyens de finaliser l'inscription au club Candace Owens dans son ensemble. » Eh bien, nous avons décidé de mettre cette interview en paiement à la séance. Vous pouvez donc maintenant la regarder pour seulement 4,99 $. Rendez-vous sur candaceowens.com. C'est fou. C'est vraiment fou. Ça a vraiment fait sensation. Et j'ai vraiment été honorée de pouvoir avoir cette conversation et d'assister à la fin du mouvement MeToo. D'accord. Cette personne ici, Janaya, écrit qu'il surveille Didi depuis que Jonathan Odie a fait cette interview. Cassie a été le moyen de l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, en fait, c'est un coup monté. Selon la théorie, ils étaient prêts à le lâcher depuis le début. Jonathan Odie disait que Didi attirait trop l'attention. Ça va devenir un problème. Il faut qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser. Et puis, finalement, ils ont utilisé Cassie pour s'en débarrasser. Je pense que c'est ça la théorie. Intéressant. Tu sais, je suis ouvert à l'idée que Didi ait été délibérément lâché. Je suis prêt à entendre l'idée que tout cela soit en partie calculé pour le faire tomber. Mais la question, c'est Didi. Si ce que dit Little Rod est vrai, et que, à l'insu des dirigeants d'Universal, il les filmait soi-disant dans des situations compromettantes. En particulier, il a fortement laissé entendre qu'il avait Lucie et Grange sur bande. Il ignorait que Didi avait des caméras dans sa chambre lorsqu'ils y sont entrés et ont fait ce qu'ils ont fait. Petit. Rod affirme cela. Apparemment, je me demande vraiment s'il n'aurait pas peut-être un peu peur de Didi, tu vois. Tout cela n'est qu'un procès spectacle. On va juste l'envoyer à Cuba pour qu'il vive avec Tupac pour le restant de ses jours. Enfin, en supposant qu'il soit encore en vie. Prétendument. Ma théorie, ce n'est qu'une théorie, juste pour s'amuser, d'accord? C'est que le procès intenté par Lil Rod semble différent, non? La plainte de Cassie ressemble à ce que cela était censé être. Intéressant. Et tout le procès tourne autour de la plainte de Cassie, pas celle de Lil Rod. Et ils ignorent la plainte de Lil Rod de toutes les manières possibles. Je me demande, je pose juste la question, si Lil Rod n'a pas simplement déposé sa plainte de son propre chef par hasard. Ils ont un peu perturbé leur plan et tout gâché. Peu. Je pense que oui, car c'est lui qui se cache. Exactement. Et Cassie se promène tranquillement, l'air de rien. Et Cassie, d'une certaine manière, est la femme qui a subi tant de maltraitance et de violence. Et puis, on ne sait comment, il trouve le courage de se manifester et d'abandonner cette poursuite. Et ensuite, il ne règle pas ça immédiatement. C'est juste bizarre. C'est étrange. Et tout le procès repose sur sa plainte. Et tout est basé sur sa plainte, même si l'autre comporte clairement plus d'éléments de type RICO. Dedans. Et il poursuit vite pour RICO.
Donc c'est étrange que l'enquête RICO n'inclut aucun des aspects les plus croustillants liés à RICO. Alors je me demande si Lil Rod n'est pas un problème. Je n'arrive pas à croire que tu te contentes de poser des questions. Ouais. C'est dingue. Eh bien, c'est Plutôt antisémite de poser des questions. J'ai appris ça sur X. « Je porte mon t-shirt Epstein ». Ouais, ce sera la prochaine Stand-This Cup qu'on vendra. Il y aura juste écrit « Je fais que poser des questions. Il faut qu'on sorte celle-là. » D'accord. Avant tout, il faut que je te montre cette vidéo de Tim Dillon. C'est mon humeur permanente pour 2025. Il y aura des signes quand et si Yann Carroll et moi sommes financés par le Qatar. Il y aura des signes. Écoutez Tim Dillon expliquer ça. Oh, je n'avais pas de son. Pas de souci. On va réessayer dans une seconde. Nathalie écrit « J'ai aimé vous voir dérouler votre raisonnement sur Cassie et sur le fait de savoir si vous la voyez plus positivement ou non. C'est amusant de voir les allers-retours et opinions, puis finalement d'être d'accord tous les deux. Oui, tu sais, je ne savais juste pas vraiment ce que j'en pensais. Parfois, il faut en parler avec quelqu'un pour y voir plus clair. Je pensais aussi aux autres victimes et à ce qu'elles pourraient ressentir. Qu'on la présente comme héroïne, bien qu'elle ait fait de mauvaises choses. Je pense qu'elle était jeune et sous l'emprise de drogue. Et oui. Réfléchissez et discutez tant que vous le pouvez encore. Je trouve ça tellement agaçant quand les gens font semblant de tout savoir et disent « voilà le méchant, voilà le gentil ». Les choses ont tendance à être un peu plus complexes que ça. Je pense que c'est aussi l'une des meilleures choses dans cette industrie. Tu es entouré de personnes qui regardent et font ce genre de travail, des gens qui réfléchissent vraiment à ce qui se passe. C'est agréable d'avoir des conversations sur des sujets auxquels tu n'as pas encore réfléchi, car souvent tu reçois une réponse intelligente de quelqu'un comme toi qui a fait toutes ces recherches. Mais A une opinion différente de la mienne. c'est pour ça que je pense que les podcasts sont géniaux parce que tu peux apprendre de plein de personnes différentes. Sans être aussi autoritaire du genre « voici la perspective à adopter chez toi ». Nous savons tout et sommes les experts à qui il faut faire confiance. Il dit maintenant qu'il a le clip de Tim Dillon prêt. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Skylar, mais vas-y, lance-le. La presse vient de publier un article « Comment le Qatar a acheté l'Amérique ». Si c'était vrai, il y aurait des signes. C'est complètement faux. Je n'ai pas été acheté. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui a été acheté par le Qatar? Tu sais que je gère quelque chose, et pourtant, je ne vois toujours pas mes enfants. C'est Une danse pour moi. Et bien sûr, il mâche le... barbe à papa. Salope, c'est moi la méchante. Et tous ceux qui m'ont accusé De- d'obtenir de l'argent. Ou devenir un Émirati ou un Qatari. Je suis la même personne, je l'ai toujours été. J'aime bien l'or. Poursuivez-moi en justice. Poursuivez-moi en justice. Poursuivez-moi en justice, littéralement. J'imagine la conversation du genre « Hé, je veux acheter cette tenue, d'accord? Je veux cette tenue. Je sais, pourriez-vous imaginer travailler pour lui? C'est génial, j'adore ça. Là. Il y aura des signes. Nous aurons des tigres vivants, j'ai obtenu les fonds nécessaires. Poursuivez-moi en justice, et j'aime l'or. Poursuivez-moi en justice. J'aime l'or. Froid. C'est ridicule. Ces gens devraient être la risée de tous, dont Barry Weiss, auteur de « Comment le Qatar a acheté l'Amérique ». Pas besoin de preuves, les gars. Il n'y a aucune preuve. Tout le monde est financé par le Qatar. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Abigail Bauer écrit « Theo Vaughn est parti de rien, a écouté les deux parties et a fait un choix. J'ai commencé à dire « Je n'en sais pas assez pour avoir un avis ». Une fois que vous avez suffisamment d'informations, le choix est évident. L'intention a toujours été le génocide. L'intention a toujours été le génocide. C'est pour cela qu'ils ont soutenu le Hamas. C'est pour cela qu'ils ont retiré des forces de la frontière à l'avance. C'est pour cela qu'ils ont ignoré les rapports, indiquant que le Hamas préparait une offensive majeure. Tout cela pointe vers une seule chose. Et regardez, maintenant, ils essaient parce qu'ils ont perdu le fil ici, en Amérique, concernant le soutien à Israël. Et je pense que nous avons ce tweet de Glenn Greenwald qu'il a retweeté quelqu'un parlant de cette chute du soutien à Israël en Amérique. C'est pourquoi ils poussent maintenant des lois sur la liberté d'expression. Ils essaient de fabriquer du soutien, ce qui est insensé. Et bien sûr, cela va se retourner contre eux. Glenn Greenwald a tweeté « L'effondrement du soutien à Israël parmi les Américains est important et brutal. 50% des républicains de moins de 50 ans ont une opinion défavorable d'Israël, tout comme 53% des Américains en général. Le seul groupe pro-Israël qui reste, ce sont les républicains plus âgés. Cela se produit à l'échelle mondiale et cela ne sera pas réparé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de réparer ça. Ils essayent de quoi? De miner? Ces deux diplomates qui se font tirer dessus et qui exigent plus de censure sur YouTube. Ils accusent Hassan Piker, je crois.
Tu as le clip, Skyler? Au fait, est-ce que tu as vu que l'ADL saute instantanément sur cette affaire? Gamer dangereux. Oui, ce joueur dangereux est en quelque sorte responsable. Il n'était pas là. Vous l'avez? Passons cet extrait pour voir de quoi il s'agit. Le PDG de l'ADL, le directeur de l'ADL, ouais, Jonathan Greenblatt. peu importe. Il est vraiment détestable. Écoutez. Les personnes qui profèrent des propos préjugés ne devraient pas avoir de tribune. C'est incroyable. Ouah. Ouais, Bon sang. La conscience de soi sur ce point est... mais c'est qu'ils sont désespérés. Et n'oubliez pas qu'il a été pris sur un micro ouvert en train d'exiger que les TikTokers, nous avons un problème générationnel. Il faut qu'on reprenne le contrôle de TikTok. Et ils ont effectivement réussi à reprendre le contrôle de TikTok. On ne peut pas dire du mal du gouvernement israélien sur TikTok. Et Nous y voilà. Donc en gros, il dit qu'il nous faut encore plus de censure. Et il pense que ça va marcher. Les jeunes vont les suivre. Et c'est pourquoi je dis qu'il incombe aux gens de s'assurer que leurs enfants, comme vous le faites, soient conscients de cela. Maintenant, c'est la génération des jeunes qui dit la vérité et qui en est consciente. Assurez-vous que vos enfants, en grandissant, soient conscients de cela, de la façon dont la guerre de l'information est manipulée, à quel point elle est manipulée, qu'ils sachent que l'ADL dit qu'il faut prendre le contrôle d'Internet. J'ai remarqué des changements sur X depuis qu'Elon a rendu visite à la Pologne. Et soudainement, X est... Il y a tellement de comptes bots évidents dont nous parlions plus tôt. Je suis juste très fatiguée de tout ça, et je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils vont gagner. Je pense que nous avons Dieu de notre côté, nous avons le cœur de notre côté et nous avons la vérité de notre côté. Et je ne vois pas comment les mensonges, la manipulation et l'appel à la censure pourraient l'emporter à la fin. non, sur l'Internet ouvert, ils sont comme... C'est ça la dynamique effrayante. Sur l'Internet ouvert, la censure se dévoile d'elle-même. Et il n'y a pas de réponse de censure qui va fonctionner. Et je pense qu'ils sont en train de l'apprendre en temps réel. Et ça m'inquiète un peu parce qu'il faut aller jusqu'à la censure totale. Il faut tout couper. Il faut faire quelque chose de bien plus extrême pour que la censure fonctionne. Ou alors, il faut qu'il y ait une sorte de calamité grave, comme une grosse attaque ou une grande tragédie. Par exemple, le 7 octobre a rassemblé beaucoup de gens d'un coup, autour d'une tragédie, certes, mais aussi d'une tragédie déguisée par d'autres mensonges. Et donc, je crains que cela ne devienne la seule voie possible pour, disons, le camp de Bibi Netanyahou dans ce monde, afin de maintenir la mascarade. Ils Veulent un grand événement parce qu'ils savent que lorsqu'il y a du chaos et de l'émotion, on peut s'emparer de beaucoup de pouvoir. Et je pense que c'est ce dont ils ont besoin. Parce que lorsque les gens n'ont pas ça et qu'ils peuvent réfléchir rationnellement, il est très clair qu'il se passe quelque chose de très grave à Gaza. Skylar, qu'est-ce que tu viens de me dire à l'oreille? Oh les gars, nous avons une alerte bébé ici. Donc, nous allons devoir conclure l'émission parce que je dois aller nourrir mon fils. Alors, si tu veux prendre la relève, Yann, tu peux conclure l'émission sur ce point. En fait, c'est un commentaire final parfait. C'est parfait. Divine Concile écrit « Félicitations à vous et à votre famille, Mademoiselle Candace. Si vous voulez trouver des preuves solides concernant la théorie du trafic de drogue dans le hip-hop, renseignez-vous sur la mort de Juice WRLD. Je t'aime. Je prie, inspiré par toi. Yann, un dernier mot avant que j'aille nourrir le bébé? Non, je vais enquêter sur la mort de Juice WRLD. D'accord. Commentaire pertinent. Merci à tous d'avoir participé. Je serai en congé maternité pour 2 semaines. Yann continuera à diriger l'émission. J'espère que nous avons clarifié Kabbalah Gates et qu'il a fait un excellent travail. Vous l'avez vraiment adoré. En fait, on répond surtout à des bots ou à des gens qui se sont peut-être trompés et ont cru qu'il y avait quelque chose de sérieux. Merci de me permettre de profiter de ce moment avec ma famille. On se revoit dans 2 semaines.